Bonjour à tous, voilà, nous sommes prêts pour cette nouvelle notion sur le risque météorologique. Alors, on a fait en classe un petit schéma qui nous permettait de définir différentes zones et également ici, ouragan. Donc, en partant de ce schéma-là, on a l'ouragan qui arrive sur différentes zones au niveau de la côte. On a défini les aléas, qui sont finalement tous les événements qui ont une probabilité d'arriver et qui peuvent être dangereux pour les populations. Donc là, vous avez les inondations, les vagues de submersion, les pluies diluviennes, des vents violents, la montée des eaux, qui vont constituer cette source de danger. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler les aléas. Et sont en danger les enjeux, tout ce qui peut être touché par vos aléas. Donc vous avez les habitants et les autres êtres vivants, les végétaux, là comme vous avez ici, les animaux, bref, tout ce qui peut être vivant. Les infrastructures, ici vous avez un pont, vous avez des routes, ça peut également être touché par les aléas, ça fait partie des enjeux. La production d'énergie, la production d'eau potable, qui est quelque chose de crucial, parce que si vous n'avez plus d'eau potable, pour tout ce qui est alimentation, vous pouvez être mis en danger et contracter des maladies très graves. Et évidemment, dans les enjeux, vous avez l'agriculture, donc la capacité à nourrir les populations. Et pour finir, les habitations. Alors, en évaluation, comme lorsque vous en parlez, il faut être très précis, me dire les enjeux ou les infrastructures. Si vous avez un texte à étudier, il va falloir être précis. Si on vous parle de pont, de route, il va falloir dire pont et route, au lieu de donner un nom générique comme les infrastructures. Alors la notion de risque, c'est la combinaison des aléas et des enjeux. Ici, si vous supprimez les enjeux, hop, vous voyez que vous n'avez plus de risque. L'ouragan va arriver, mais comme il n'y a pas d'enjeu, votre risque est nul, il y a absence de risque. De la même façon, si vous supprimez les aléas, s'il n'y a plus de vent, s'il n'y a plus de vagues de submersion, pas de montée des eaux, il y a une absence de risque, votre risque est nul. Alors maintenant, quand il y a une combinaison d'aléas et d'enjeux, quels sont les facteurs qui nous permettent de moduler l'importance du risque? Alors, il y a l'intensité des aléas. Plus l'intensité des aléas est importante, plus le risque va être important. C'est évident qu'un vent de 20 km/h, c'est un aléa en soi, mais il y a une faible intensité. Donc le risque, pour des enjeux donnés, va être faible. Par contre, si vous avez pour les mêmes enjeux un vent qui est à 200 km/h, c'est évident que là, le risque va être beaucoup plus important. Il y a une autre chose, c'est la vulnérabilité des enjeux. Alors, si on prend comme exemple la vulnérabilité des enjeux zones A, B et C face à une inondation, vous allez avoir, vous voyez bien que les individus de la zone A sont exposés comme les individus de la zone B. Mais les individus de la zone B étant en position inférieure par rapport au niveau de la mer, eux, ils vont être plus vulnérables, ils sont plus exposés également à cette montée des eaux. Donc la vulnérabilité de la zone B, elle est supérieure à la vulnérabilité de la zone A, et elle est supérieure à la vulnérabilité de la zone C. Donc plus les enjeux sont vulnérables et exposés aux aléas, plus le risque va être important. Alors maintenant, comment diminuer l'importance du risque? Vous voyez bien ici que l'homme, le risque, c'est toujours aléa et enjeu, la combinaison des deux. L'homme n'a aucun pouvoir pour diminuer l'intensité des aléas. Là, l'homme ne peut pas diminuer la force du vent, par exemple, ou la quantité de pluie qui tombe. Par contre, là où l'homme va pouvoir jouer, c'est sur les enjeux. Donc il va pouvoir jouer sur la diminution de l'exposition et la vulnérabilité des enjeux. Alors ça passe par une surveillance par des météorologistes, les scientifiques qui étudient la météorologie, la météo. Donc ça, ils sont assistés par des radars, par des satellites et également par des ballons-sondes. Ça va leur permettre de faire des projections, des prévisions. Et là, vous avez une illustration de ce que l'on peut obtenir. Donc, hop, je vais démarrer la vidéo, voilà.
Alors là, vous voyez, vous avez le globe, et là, ce que vous voyez en vert et en rouge, donc ça va du bleu, l'intensité des vents, là, des courants de vent que vous voyez, va du bleu au rouge. Donc plus c'est vers le bleu, moins l'intensité est importante des courants, moins les vents sont violents, et plus ça va vers le rouge, orange puis rouge, plus votre intensité va être importante. Donc là, vous voyez bien là que vous avez des enroulements de masses d'air les unes par rapport aux autres. Donc ici, on a la France, et là, vous voyez une zone de masse d'air qui s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est une dépression. Donc une zone de fort vent, il va y avoir de l'air chargé en humidité et de fortes pluies. Et plus bas, là, vous voyez que ça s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc là, vous avez un anticyclone, de l'air sec et froid qui va redescendre. Donc là, on a recentré sur la France, et donc on voit bien ici cette zone dépressionnaire, donc une dépression. Vous avez les vents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et là au centre ici, eh bien, donc vous avez votre air chaud et humide qui s'est élevé. Donc ça crée une dépression. Les nuages se sont formés, et donc ici, sur cette zone-là, vous allez avoir retombé de vos pluies. Et donc, vous allez avoir de fortes précipitations et des vents importants. En bas, là, vos masses d'air qui s'enroulaient dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un anticyclone, air sec, comme je le disais précédemment, qui redescend. Donc là, vous allez avoir du soleil et vous allez pouvoir également avoir du vent, mais c'est de l'air sec. Et vous avez ici cette petite zone, là où vous avez également une dépression sur la mer Méditerranée. Et vous voyez que, pardon, je tourne dans le mauvais sens, une dépression ainsi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ici, vous allez avoir, eh bien, vous voyez, hein, le vent qui descend, chez nous, ça va occasionner du Mistral. Ça permet aux scientifiques, toutes ces études, de faire des courbes, on appelle ça des courbes isobars, donc la pression atmosphérique, si vous avez une dépression, votre pression atmosphérique va diminuer. Et là, vous voyez bien que plus on va vers le centre, plus la pression atmosphérique, elle diminue. Par contre, c'est l'inverse dans un anticyclone. Plus vous allez vers le centre, plus vous allez avoir une pression importante. Et ça va permettre aux météorologues de vous présenter des cartes météo où on vous précise l'anticyclone avec les fortes pressions au centre et la dépression. Et ça, c'est le front de la dépression que vous avez ici. Donc si votre dépression, elle descend, eh bien, vous voyez bien que tous ces vents-là vont se retrouver ici, et vous allez avoir comme ça des vents violents et des fortes pluies, par exemple, sur la Bretagne. Si l'anticyclone monte, eh bien, vous aurez plutôt un temps ensoleillé et sec. Alors l'ensemble des paramètres météorologiques qui peuvent être étudiés, vous avez les températures, vous allez suivre les courants atmosphériques, marins, les pressions atmosphériques, la position des anticyclones et des dépressions les uns par rapport aux autres, ainsi que l'hygrométrie. Tous ces paramètres, ils sont recueillis et conservés au cours du temps. Donc ça constitue des archives météorologiques. Et ces archives, elles vont servir à créer des niveaux d'alerte. Quand on a, par exemple, une température de 38 degrés, une forte hygrométrie, donc beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, des pressions qui diminuent, ça va permettre de savoir que dans les jours à venir, il va y avoir des conditions météorologiques particulières. Donc on peut avoir des niveaux d'alerte d'intensité de potentiels aléas, donc comme pour les vents, les précipitations et bien d'autres phénomènes. Et là, ce que vous voyez qui vient d'apparaître, ce sont, ici c'est un plan canicule, donc on va pouvoir donner aux populations de l'information. Si on est en zone 1, en niveau 1 d'alerte, vous allez avoir finalement un aléa qui est faible. Par contre, si vous êtes en niveau 4 d'alerte, l'aléa est très important. Si l'aléa est très important, il va falloir que l'homme s'adapte à cet aléa pour se protéger. Donc la surveillance par les météorologiques, cette surveillance, donc toutes les cartes météo, les niveaux d'alerte vont être envoyés aux services de l'État, donc au ministère, aux préfectures. Ces services vont traiter l'information et la diffuser aux citoyens.
Alors cette diffusion, eh bien, elle peut se faire sous plusieurs formes. Alors vous avez les cartes de vigilance, les messages d'information à la télé, à la radio, sur Internet. Vous avez des messages alertes et vous avez aussi également les sirènes. Alors là, je vous mets le son d'une sirène, par exemple, pour une alerte tornade que vous pouvez entendre dans certains États des États-Unis. Face à ces messages, les citoyens ont été éduqués pour répondre de façon appropriée. Donc l'État, les services de l'État, eux, ils ont en charge d'adapter l'urbanisation, d'éduquer les populations, de faire de la prévention, donc l'éducation fait partie de cette prévention, d'organiser la mise en sécurité des populations, donc ça peut être l'évacuation de certaines zones, et aussi ils doivent s'entraîner à la gestion de crise. Alors, les informations diffusées aux citoyens, bien voilà, elles peuvent prendre cet aspect-là. Donc là, vous avez une carte vigilance météorologique. Et là, c'est pour lorsqu'il y a une tempête qui arrive. Donc, vous voyez que vous avez des petites icônes là qui vont vous permettre. Vous retrouvez ici la légende. Donc, quand on vous dit qu'il faut toujours les changer dès vos schémas, eh bien, c'est important. Parce que là, vous savez qu'il s'agit, cette icône-là, s'agit de vent violent. Vous avez un titre. C'est une carte de vigilance. Vous savez de quand à quand cette vigilance est en place. Et vous avez également sur quoi porte cette vigilance? Une tempête. Vous voyez également que vous avez différents types de légendes. Donc là, ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vague et submersion. Donc là, les gens qui voient ça, ils savent que ça ne va pas être prudent d'aller se promener sur les plages pendant ce créneau où la tempête va frapper les côtes. Par contre, les personnes qui habitent sur la zone verte voient qu'il n'y a pas de vigilance particulière, donc eux, ils n'ont rien à changer dans leurs habitudes quotidiennes. Les conseils des pouvoirs publics, ils sont détaillés ici et ils vont permettre aux citoyens de savoir exactement ce qu'il faut faire face à l'aléa qui arrive, donc la tempête. Là, c'est juste pour vous les illustrer, donc la différence entre un vent violent niveau orange ou vent violent niveau rouge. Vous voyez bien que les conseils de comportement sont beaucoup plus importants lorsqu'il y a une alerte rouge plutôt qu'une alerte orange. Lorsque l'aléa est très important, donc là j'ai pris des images de l'arrivée d'un très gros ouragan, l'ouragan Katrina au niveau de la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai choisi celui-ci parce que c'est le petit livre que vous allez lire, un temps de chien avec votre professeur de français, relate les aventures d'un petit garçon pendant l'ouragan Katrina. Alors, quand il n'y a pas quand l'aléa est très important, les populations doivent s'adapter. Mais si l'adaptation n'est pas possible, la dernière solution, c'est d'évacuer justement les populations. Donc là, ce que vous observez, c'est l'évacuation de la population de la Nouvelle-Orléans qui allait être touchée par l'ouragan Katrina. Donc là, ce que vous voyez, c'est les autoroutes qui permettent l'évacuation. Les services publics, là, le président de la République de l'époque fait des commentaires pour encourager les populations à suivre les ordres d'évacuation. Les personnes, avant d'évacuer, vont mettre en sécurité leurs biens. Là, on met des planches au niveau des fenêtres pour éviter que l'implosion des fenêtres ou l'entrée de débris qui vont aller fragiliser les fenêtres ou les casser. Donc, tous ces événements vont faire que vous allez diminuer, tous ces comportements, ces adaptations vont diminuer la vulnérabilité et l'exposition des enjeux. Donc ça va faire que vous allez diminuer le risque. Donc là, maintenant, je pense que les notions d'enjeu, d'aléa et de risque n'ont plus de secret pour vous. Je vous pose une dernière petite question. Là, vous avez 3 petits schémas, A, B et C. Et je vais vous demander de déterminer lesquels correspondent aux enjeux, aux risques ou à l'aléa.
Alors, si vous n'avez pas fini, eh bien, vous mettez sur pause la vidéo. Et autrement, je vous donne la réponse. Ici en A, vous voyez que c'est un phénomène naturel, un risque d'effondrement d'une falaise. Donc, ça représente quelque part une probabilité qu'un phénomène se produise. Ça va être votre aléa. Ici en B, on vous a entouré les petites maisons. Eh bien, les maisons plus les habitants qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui peut être touché par ce qui est en danger. Hein, c'est donc votre enjeu. Et là, vous avez les deux, le phénomène dangereux et ce qui peut être touché. Vous avez donc la notion de risque. Eh bien, je vous souhaite à tous de bonnes révisions et à très bientôt.